Le palais des congrès est plutôt vide en ce moment. Rien de surprenant puisque les députés et les sénateurs qui ont l'habitude d'occuper les lieux sont actuellement sur le terrain. Ils sont sur le terrain pour rencontrer leurs différentes populations après une session de juin pleine. Une session qui a vu le vote d'une dizaine de lois, mais aussi des séances de questions orales et le débat d'orientation budgétaire. Dans cette édition, nous vous proposons de revivre quelques temps forts des questions orales. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de l'Automne du Parlement. Cet échange entre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée au Cameroun, son Excellence Nam Ki-woo, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Hilarion Eton, fait suite à la visite du Premier ministre coréen en terre camerounaise en juin dernier et la visite du ministre des Relations extérieures du Cameroun en Corée. Lors de ces visites, les deux parties ont émis le vœu de renforcer davantage les liens d'amitié à travers un rapprochement et des visites régulières entre les deux chambres de parlement. C'est donc pour matérialiser cette volonté que le diplomate coréen s'est entretenu ce mardi avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'était également l'occasion pour les deux hommes de revisiter la coopération entre les deux pays. La présence coréenne s'illustre à travers l'Agence coréenne de coopération internationale COICA, dont le volume global du portefeuille de réalisation est évalué à environ 92,717 milliards de francs CFA, avec près de 45% sous forme de dons. Dans ce sillage, la COICA a procédé à la signature de l'accord sur les aides non remboursables en faveur du Cameroun en juillet dernier pour un montant de plus de 23 milliards de francs CFA. Cet accord est destiné au financement de 5 projets de développement au Cameroun. À la tête d'une forte délégation, le député et président de l'Association d'amitié parlementaire Japon-Union africaine a revisité avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale les différents axes de coopération entre le Cameroun et le Japon. Aisawa Ishiro et Hilarion Eton, au nom du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavayege Djibril, ont aussi partagé leur point de vue sur la prochaine conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, une initiative dont le Cameroun est bénéficiaire dans différents domaines. Effectivement, on a déjà des actions, des projets concrets, tels que des projets dans le domaine de la santé et de l'agriculture. Effectivement, on voit ici de nombreuses écoles japonaises construites par le Japon et on aimerait renforcer ce genre de coopération. Les mêmes préoccupations étaient au centre des échanges entre le député japonais et le premier vice-président du Sénat. Aisawa Ishiro et Aboubakari Abdoulaye, au nom du président du Sénat, Masséna Difendi, ont aussi parlé des attentes de chaque parti en matière de coopération parlementaire. La conférence internationale de Tokyo sur le développement, lancée en 1993, permet au Japon de mieux canaliser ses efforts de coopération vers l'Afrique. Par la voie de la diplomatie parlementaire, l'hôte japonais a présenté les tenants et les aboutissants de la 9e édition prévue à Yokohama en août 2025. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées pose d'abord le principe même du transfert des compétences, puis règle les questions, d'une part, des moyens humains et matériels inhérents au dit transfert, et, de seconde part, des implications financières du transfert. S'agissant du principe du transfert des compétences, le principe clé est celui de l'équilibre entre les compétences et les ressources transférées. Tout transfert de compétences par l'État à une collectivité territoriale doit être accompagné par le transfert concomitant des ressources
et des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice effectif de la compétence transférée. Monsieur le ministre, dans quelle mesure ce principe cardinal du transfert des compétences est-il effectif en l'état actuel du processus de décentralisation dans notre pays? En vertu de ce principe, l'État joue-t-il toujours son rôle en intervenant par l'octroi de dotations spéciales à la collectivité territoriale lorsqu'il apparaît que l'insuffisance des ressources financières transférées risque de compromettre la réalisation ou l'exécution des missions de service public dans la collectivité territoriale? Quel est l'état de la formation des agents de la fonction publique locale susceptibles d'être recrutés et gérés par les collectivités territoriales? En réponse à ces préoccupations, je voudrais indiquer sur l'effectivité de l'équilibre et de la concomitance du transfert de compétences et de ressources. La première préoccupation du sénateur met en relief deux principes cardinaux qui devraient encadrer le processus de transfert de compétences. Il s'agit du principe de concomitance et celui de l'équilibre. Le principe de concomitance est consacré par l'article 21 de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui dispose que tout transfert de compétences à une collectivité territoriale s'accompagne du transfert par l'État à celle-ci des ressources et moyens nécessaires à l'exercice effectif de la compétence transférée. Fin de citation. Repris dans la plupart des décrets de transfert de compétences, il implique que lorsque l'État se dessaisit d'une compétence, il transfère également les ressources dont il disposait pour la mise en œuvre de la dite compétence. C'est ainsi, pour illustrer, qu'en transférant la compétence relative au cantonnage ou au paquet minimum, l'ensemble des ressources que les ministères utilisaient sont entièrement allouées aux communes. Pour sa part, le principe d'équilibre rappelle que le transfert des ressources doit impérativement tenir compte des charges nécessaires à un exercice optimal de la compétence par la collectivité territoriale décentralisée. C'est la raison pour laquelle le Code général des collectivités territoriales décentralisées, en son article 26 alinéa 1, prévoit une évaluation préalable des charges nécessaires à l'exercice de la compétence avant la détermination de la ressource à transférer. Cet équilibre transparaît en outre dans l'alinéa 2 de l'article 26 qui fait obligation à l'État, en cas de survenance de toute charge nouvelle incombant à une collectivité, en raison de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées, de compenser par le versement approprié à la dotation générale de la décentralisation ou par d'autres ressources fiscales. Au plan financier, ces deux principes font l'objet d'une application effective. En effet, chaque année, la loi des finances adoptée par le Parlement fait apparaître dans les chapitres budgétaires des départements ministériels qui transfèrent des compétences des ressources dont les collectivités territoriales décentralisées sont les bénéficiaires destinés à la réalisation des projets inscrits dans le cadre de la mise en œuvre des compétences. Une annexe de la loi des finances permet de retracer l'ensemble des ressources financières mises par l'État à la disposition des collectivités territoriales décentralisées
pour l'exercice des compétences qui leur sont transférées. Ces ressources affectées à la mise en œuvre des compétences sont exécutées par les collectivités dans le respect des lois et règlements en vigueur. Elles constituent l'une des priorités au plan budgétaire, ne faisant l'objet d'aucune remise en cause par l'État lors des collectifs budgétaires. Tandis que l'État supprime certaines de ses dépenses lors des dits collectifs, les différentes ordonnances modifiant la loi des finances ont toujours veillé à sanctuariser les ressources transférées pour l'exécution des compétences, même lorsque la conjoncture financière est contrainte. Il faut toutefois convenir de ce que les ressources financières disponibles ne peuvent pas permettre de couvrir l'exercice de toutes les compétences transférées aux collectivités sur l'ensemble du territoire national au regard de leur étroitesse. Cette situation n'est pas une spécificité de la décentralisation, car même lorsque ces compétences étaient exercées par l'État, elles ne l'étaient pas toutes de manière uniforme sur toute l'étendue du territoire national. Un exercice de priorisation s'impose dans l'affectation des ressources en tenant compte des priorités définies par l'État, mais aussi de celles des collectivités territoriales décentralisées sur la base de leurs instruments de planification, à savoir les plans communaux de développement et les plans régionaux de développement. Au plan matériel, les différents départements ministériels signent régulièrement avec des communes et les régions des conventions de rétrocession des ouvrages et des infrastructures précédemment construits, équipés ou gérés par l'État. Ce fut le cas, à titre d'exemple, des marchés que le ministère des Commerces a rétrocédés aux communes et communautés urbaines dès 2015. Il en est de même de certaines infrastructures de tourisme et de loisirs construites par le ministère du Tourisme et des Loisirs et transférées aux régions comme la région du Sud récemment. Au titre des ressources matérielles, il faut également prendre en compte l'important transfert d'une partie du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État qu'il cède aux collectivités territoriales décentralisées pour la réalisation des projets d'intérêt général ou pour toute autre infrastructure portée par celle-ci. 2. L'octroi de dotations spéciales aux collectivités territoriales décentralisées dans le cadre de l'exercice des compétences. Les dotations spéciales sont la résultante de l'article 26 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales décentralisées qui dispose que dans les cas où l'insuffisance des ressources financières des collectivités territoriales risque de compromettre la réalisation ou l'exécution des missions de service public, l'État peut intervenir par l'octroi de dotations spéciales aux collectivités territoriales concernées. Fin de citation. Il s'agit donc de ressources exceptionnelles que l'État met à la disposition des collectivités lorsque l'insuffisance des ressources financières issues de la dotation générale de la décentralisation risque de compromettre la réalisation ou l'exécution des missions de service public. Dans la limite des moyens disponibles et en tenant compte des urgences, l'État alloue en tant que de besoin aux communes des dotations spéciales pour exercer diverses compétences. Cela a été le cas des ressources mises à disposition par l'État aux communes dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19 pour soutenir leur action dans ce sens. Ces transferts ont fait l'objet de choux gras dans les médias avec toutes les tribulations judiciaires que vous connaissez. Il en est de même des interventions que l'État octroie au cours de l'exercice budgétaire aux collectivités au titre des chapitres communs en cas de survenance de catastrophes ou dans le cadre de l'appui à certaines initiatives de celles-ci dans l'exercice de leurs compétences. Le FECOM est également souvent mis à contribution pour fournir ces ressources d'appoint indispensables à l'exercice de certaines compétences par certaines collectivités territoriales décentralisées. Il vous souvient qu'il y a 5 ans,
le FECOM a mis à la disposition des 47 communes de la région de l'extrême nord des dotations spéciales pour soutenir leur action dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation en raison des exactions commises par la secte Boko Haram dans cette partie du pays. 3. L'état de la formation des agents de la fonction publique locale susceptibles d'être recrutés et gérés par les collectivités territoriales décentralisées. Le projet de décret portant sur la fonction publique locale au Cameroun vise à améliorer la gestion des ressources humaines au sein des collectivités territoriales décentralisées afin de renforcer leur efficacité et leur performance. De manière spécifique, il s'agit d'élaborer un statut spécifique pour le personnel des collectivités territoriales décentralisées, d'harmoniser les grilles de salaire entre les collectivités territoriales décentralisées, de mettre en place des procédures de recrutement transparentes et rigoureuses et assurer la mobilité du personnel. Nous savons que pour mettre en œuvre la vision 2035 et spécifiquement la SND 30, le gouvernement camerounais a considérablement accru ses dépenses publiques, en particulier ses dépenses d'investissement au cours des 10 dernières années. Cependant, l'augmentation considérable du budget d'investissement, bien que conforme aux objectifs de la vision 2035, a-t-elle amélioré la qualité globale des infrastructures? Les experts relèvent que sur une échelle de qualité globale des infrastructures de 1 à 7, en consacrant environ 6% de notre PIB à l'investissement public, le Cameroun présente une qualité globale des infrastructures d'environ 2, sur une échelle de 1 à 7. Alors que des pays comme le Sénégal, le Ghana, en Afrique de l'Ouest, la Tanzanie ou l'Ouganda, en Afrique de l'Est, ont une qualité supérieure à 3. La Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, le Kenya en Afrique de l'Est, une qualité supérieure à 4. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous fixer sur la politique actuelle du gouvernement? 1. Pour améliorer la qualité globale des infrastructures. 2. Pour réduire la part du budget d'investissement consacré aux dépenses de consommation et aux opérations financières à moyen et long terme. 3. Pour déterminer plus rationnellement le degré de maturité des projets d'infrastructure et mieux évaluer à chaque étape, c'est-à-dire d'abord à l'étape d'analyse de faisabilité, ensuite à l'étape d'étude préliminaire, puis à l'étape de conception finale, enfin à l'étape de mise en œuvre, afin d'éviter une nouvelle accumulation du stock des soldes engagés non décaissés. 4. Quelle politique pour respecter les délais d'exécution des projets? 5. Quelle politique pour mieux maîtriser les coûts des projets? Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, s'agissant de l'avis de certains experts qui estiment qu'une portion significative du budget d'investissement public n'est pas destinée à la formation brute du capital fixe,
ce qui expliquerait la faible qualité des infrastructures en dépit de la forte hausse du budget d'investissement public. Je conviens avec vous qu'en dépit des efforts du gouvernement, la qualité de certains projets réalisés n'a pas toujours répondu aux standards en la matière. Afin d'inverser cette tendance, le gouvernement a pris un ensemble de mesures, matérialisées notamment par les textes ci-après. Premièrement, le décret numéro 2018-4992-PM du 21 juin 2018 fixant les règles régissant le processus de maturation des projets d'investissement public, dont la mise en œuvre permet l'amélioration de la préparation des projets avec un impact direct sur l'amélioration du taux de consommation des crédits et la qualité de l'exécution des projets du budget d'investissement public. 2. Le décret numéro 2018-366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics qui fixe les règles applicables à la préparation, à la passation, à l'exécution, au contrôle de l'exécution et à la régulation des marchés publics. Celui-ci responsabilise le maître d'ouvrage sur toute la chaîne de la contractualisation, l'objectif étant d'accroître la célérité dans la passation des marchés. 3. Et enfin, le décret numéro 2021-7341-PM du 13 octobre 2021 fixant les règles régissant la création, l'organisation et le fonctionnement des projets de développement qui prévoit la signature d'un contrat de performance qui devrait engager la responsabilité des unités de gestion des programmes et projets de développement. Toute chose susceptible d'améliorer la performance des projets et leur impact sur les conditions de vie des populations. Quant aux mesures prises pour réduire la part du budget d'investissement consacré aux dépenses de consommation et aux opérations financières à moyen et à long terme, il faut d'emblée dire que cette problématique constitue un grand défi pour le gouvernement depuis près d'une dizaine d'années. En effet, conscient du fait qu'une proportion non négligeable des dépenses d'investissement était consacrée aux opérations qui ne contribuaient pas significativement à la formation brute du capital public fixe, le gouvernement, à travers le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, a entrepris dès 2016 une étude sur l'identification du fonctionnement masqué dans les budgets d'investissement public. Les résultats de cette étude ont permis d'identifier effectivement des opérations dites de fonctionnement masqué dans le budget d'investissement public. Pour l'essentiel, ces opérations sont celles constituées principalement des études non liées à la mise en œuvre d'un investissement. C'est ainsi que des mesures ont été prises pour veiller à l'inscription des dites opérations dans le budget de fonctionnement, dès l'élaboration des cadres de dépenses à moyen terme. La mise en œuvre des résultats de cette étude s'est étendue aux projets sur financement extérieur, inscrits généralement dans le budget d'investissement public. Désormais, les projets sur financement extérieur sont classifiés en fonctionnement et en investissement, suivant la nature des opérations concernées. De plus, des efforts en matière de réduction de la part du budget d'investissement public happé par le fonctionnement masqué ont été consolidés par le décret numéro 2019-3187-PM du 9 septembre 2019 fixant le cadre général de la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État. Nous espérons que vous avez appris comme nous beaucoup de choses sur les échanges entre les parlementaires et les membres du gouvernement. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous à une autre édition de l'Automne du Parlement.